Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Stéphane de Montréal, au Canada, a demandé à Franck Ferrand une émission sur Alexis de Tocqueville. Il faut espérer que Stéphane est à l'écoute cet après-midi. Bonjour Franck. Et oui, bonjour Ombline, bonjour à tous. Si Stéphane ne nous suit pas en direct via Internet, il doit être, 8 heures du matin à Québec, près, oui. Il pourra le faire par téléchargement. J'en profite pour saluer tous nos auditeurs, toutes nos auditrices. On peut dire qu'ils sont vraiment très nombreux, ceux qui nous écoutent via le podcast, ainsi que celles et ceux qui nous retrouvent la nuit. Ne les oublions pas non plus. Nous parlons donc de Tocqueville aujourd'hui, grand esprit, intelligence suprême, à qui Françoise Kerdelan vient de consacrer un roman qui nous le montre être de chair et de sang, si je puis dire. C'est un homme comme un autre, presque, quoiqu'il a une vie assez étonnante, vous allez le voir. J'ai demandé à Laurent Teiss, admirable connaisseur de cette période, de nous rejoindre cet après-midi. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question d'Ariane et Fred, qui, eux, nous écoutent depuis la Polynésie. Et ils vous demandent pourquoi les horoscopes commencent par le signe du Bélier et non celui du Verseau, qui pourtant commence l'année. Décidément, nous sommes écoutés aux 4 coins du monde, ce dont je me réjouis. Pour le moment, la parole est à monsieur de Tocqueville. Je dirais qu'elle lui appartient de droit. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Je voudrais commencer par vous lire quelques lignes. Lorsque je songe aux petites passions des hommes de nos jours, à la mollesse de leurs mœurs, à l'étendue de leur lumière, à la pureté de leur religion, à la douceur de leur morale, à leurs habitudes laborieuses et rangées, à la retenue qu'ils conservent presque tous dans le vice comme dans la vertu, je ne crains pas qu'ils rencontrent dans leurs chefs des tyrans, mais plutôt des tuteurs. Je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme. Au-dessus de cela s'élève un pouvoir immense et tutélaire qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, ce pouvoir, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l'âge viril, mais il ne cherche au contraire qu'à les fixer irrévocablement dans l'enfance. Il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu'ils ne songent qu'à se réjouir. C'est ainsi que tous les jours il rend moins utile et plus rare l'emploi du libre arbitre, qu'il renferme l'action de la volonté dans un plus grand espace, dans un plus petit espace, et dérobe peu à peu chaque citoyen jusqu'à l'usage de lui-même. L'égalité a préparé les hommes à toutes ces choses. Elle les a disposés à les souffrir et souvent même à les regarder comme un bienfait. Vous imaginez le caractère incroyablement visionnaire de ces quelques lignes, tirées bien entendu de l'ouvrage d'un des 2 grands ouvrages de Tocqueville, de la démocratie en Amérique. On est dans les années 1830. On pourrait presque parler à ce niveau de prescience, à moins qu'il ne s'agisse d'une lucidité tellement extraordinaire qu'elle voit déjà dans cette société américaine en construction ce que va devenir la société occidentale du XXIe siècle. C'est assez étonnant. Alors, le voyage qu'a fait Tocqueville en Amérique a duré 10 mois. Il l'a fait avec son ami Gustave de Beaumont. Et c'est à l'issue de ce voyage qu'il a écrit de la démocratie en Amérique. Voilà ce qu'en disait Raymond Aron. Aux États-Unis, disait-il, Tocqueville n'a pas été seulement un voyageur, observant les mœurs et coutumes des autres hommes. Il a voulu, en sociologue, tout à la fois décrire une communauté unique et comprendre les particularités dans lesquelles s'exprime outre-Atlantique la tendance démocratique commune à l'ancien et au nouveau monde. C'est assez vrai, c'est même certain, mais j'irai encore peut-être plus loin, c'est-à-dire que Raymond Aron, là, recontextualise un peu trop d'une certaine manière. Il nous laisse entendre que Tocqueville n'a cherché qu'à comprendre la société américaine. Au-delà de la société américaine, c'est bien la société
du nouveau régime, la nouvelle société qu'il a cherché à saisir. Alors, d'où vient-il, ce Tocqueville? Il vient de la bonne noblesse normande, bonne famille. Il naît, lui, à l'époque du Premier Empire, il est né en 1805, mais dans une famille qui est parfaitement légitimiste, nous dirions-nous ultra-royaliste, si vous voulez. Il est le dernier enfant d'Hervé Clérel de Tocqueville, qui était soldat de la garde constitutionnelle de Louis XVI, qui est devenu préfet à la Restauration. Et entre-temps, il s'était exilé en Angleterre. Sa mère, Louise-Madeleine Le Pelletier-Rosambeau, est également... Enfin, on est vraiment là dans les milieux très traditionnels, disons, pour ne pas dire même sans doute traditionnalistes. Voilà ce qu'écrit son père dans ses mémoires. Il dit le 29 juillet 1805, Alexis, mon troisième fils, vint au monde. Bon, c'est donc celui dont nous parlons, hein, Alexis. Sa mère était désolée d'avoir un troisième garçon. Cet enfant avait en naissant une figure si singulière et si expressive que je dis à sa mère qu'il serait un homme distingué, et j'ajoutais en riant qu'il deviendrait un jour empereur. Je crois qu'il réalisera la première partie de la prédiction. Je ne lui souhaite pas l'accomplissement de la seconde. Évidemment, l'empereur et l'empire n'étaient pas très bien vus chez les Tocqueville, il faut le dire. Dites-vous qu'Alexis est l'arrière-petit-fils de Malesherbes, le défenseur de Louis XVI, et qu'il est le neveu du frère aîné de Chateaubriand. Vous voyez dans quel milieu on se situe. Il a été éduqué par l'abbé Le Sueur, qui lui a inculqué toutes les bonnes idées, si je puis dire. Et il a fait des études de droit. À 22 ans, en 1827, il est magistrat au tribunal de Versailles, et c'est là qu'il va faire la rencontre de ce Gustave de Beaumont, avec qui il va donc partir pour les États-Unis. Le contexte politique, c'est évident, va jouer un rôle très important. La révolution des Trois Glorieuses en 1830, l'institution de la monarchie de Juillet, tout ça est difficile à vivre pour des légitimistes, pour des gens qui sont favorables à la monarchie légitime et même directement issue du droit divin. Son ami Gustave de Beaumont est dans une position à peu près similaire à la sienne. Alors, leur voyage va leur permettre de prendre, si vous voulez, un peu de distance. Tocqueville écrit à Beaumont 2 semaines avant de partir, je le cite, « Notre position délicate en France, notre impossibilité d'y jouer un rôle quelconque, il me semble que nous n'avons qu'à nous applaudir de notre résolution et que nous ne devons regretter que de ne l'avoir pas mise à exécution, plutôt cette résolution de traverser l'Atlantique et d'aller aux États-Unis. Alors pas comme de simples touristes, car il y a quand même un caractère officiel à ce voyage. Tocqueville a sollicité du gouvernement la possibilité d'être chargé d'une mission officielle. Il va enquêter sur le système pénitentiaire américain, qui est considéré sans doute comme assez novateur à l'époque pour pouvoir être sinon imité, du moins pour donner des idées à nos législateurs. Donc il obtient cette mission grâce au titre de substitut du procureur de son grand ami Gustave de Beaumont, mission qui est rémunérée au demeurant, et les voilà partis pour l'Amérique. Alors, il y a entre ces 2 jeunes hommes une amitié solide, même s'ils sont très différents. Ils n'ont pas du tout le même tempérament, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils sont même carrément différents. Gustave de Beaumont, lui aussi, bon milieu, hein, il descend des Bonins de la Boninière, originaire de la Touraine. Il est, comment est-ce qu'on pourrait dire, voilà ce qu'écrit Tocqueville à son sujet. Les mêmes études, les mêmes projets, les mêmes lieux nous rassemblent et peuvent nous rassembler pendant tout le cours de notre existence. Quelle circonstance rare et inappréciable, chacun de nous trouve en l'autre l'homme le plus à même de lui donner des conseils et le plus décidé à ne pas les lui épargner. Mais en même temps, et d'ailleurs il écrit plus loin, il est évident que nos destinées sont et seront toujours communes. Mais autant Tocqueville est un homme assez réservé sur son quant à soi, parfois même un peu distant, autant l'autre, Gustave, lui, est très a une espèce de franchise, de présence, pour ne pas dire même de faconde. Ils sont assez complémentaires d'une certaine manière. Ils embarquent ensemble le 2 avril 1831 au Havre, et sur le Havre d'ailleurs, puisque le paquebot qui va les emporter s'appelle le Havre. Alors quand je dis paquebot, n'imaginez pas les grands paquebots modernes, hein, bien entendu, on est encore dans la navigation à voile, 18 membres d'équipage, 160 passagers de toute nationalité, bref, une espèce d'arche de Noé, soumise à toutes les tempêtes. La traversée est très difficile. Alors,
Que font-ils pendant les très longues heures de traversée? Eh bien, ils lisent, évidemment. Il faut les imaginer, lisant sur les tout petits volumes qu'on emportait en voyage à l'époque. Et en l'occurrence, ils lisent le cours d'économie politique de Jean-Baptiste Say. Voilà ce qu'écrit Alexis à sa mère, 26 avril 1831. Ma chère maman, quelle drôle de vie on mène dans cette grande diligence qu'on appelle un vaisseau. On s'accoutume à tout. À quoi précisément? Oh, il vaut peut-être mieux ne même pas chercher à le savoir. Toujours est-il que le 9 mai 1830, la Terre est en vue. Ils ne sont plus loin maintenant de New York. Un extrait de la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak sur Europe 1. On vous retrouve Franck Ferrand pour la suite de votre récit sur Alexis de Tocqueville et son voyage en Amérique en 1830. Eh oui, les deux amis sont donc à New York le 11 mai 1830. Le Havre, c'est leur paquebot, 1831, pardon. Le Havre avait accosté à Newport et ils ont regagné New York à bord d'un vaisseau à vapeur qui s'appelle le Président, qui fait 125 mètres de long, qui est très efficace. Et les voilà donc qui doivent se mesurer à la réalité américaine. C'est une expérience tout à fait extraordinaire. Ils s'installent dans un premier temps dans une pension de famille qui est sur la grande rue centrale, sur Broadway. C'est l'avenue à la mode, si je puis dire. Tocqueville est assez critique, disons-le. Ce qu'il voit le surprend. Voilà ce qu'il écrit le 14 mai 1831. Nous voilà donc à New York. L'aspect de la ville est bizarre pour un Français et peu agréable. On ne voit ni un dôme, ni un clocher, ni un grand édifice, de manière qu'on se croit... C'est quand même curieux de dire qu'on ne voit aucun grand édifice à New York, entre parenthèses. De manière qu'on se croit toujours dans un faubourg. Dans l'intérieur, la ville est bâtie en briques, ce qui lui donne un aspect fort monotone. Il n'y a aux maisons ni corniche, ni balustrade, ni même porte cochère. Les rues sont très mal pavées, mais il y a dans toutes des trottoirs pour les piétons. Ah, voilà, on commence à... vous voyez, le genre de notation déjà presque sociologique. Alors les repas ne ressemblent pas du tout à ce à quoi on est habitué dans la France du premier tiers du 19e siècle, bien entendu. Il n'y a pas de vin à table, on mange considérablement. La multitude de choses qu'ils sont capables de se fourrer dans l'estomac est surprenante, écrit Tocqueville. Il est surpris par tout ce qu'il voit, par la condition des femmes notamment, avec ces jeunes filles qui ont l'air si libres devant le mariage. Elles fréquentent, elles côtoient des hommes pour faire connaissance en tout bien, tout honneur. Et puis alors, une fois mariées, alors là c'est tout l'inverse, et la religion n'y est sûrement pas étrangère. Là, elles sont d'un seul coup comme prisonnières. Et d'ailleurs, la religion intéresse beaucoup, la pratique religieuse des Américains intéresse beaucoup Tocqueville, qui déplore ce qu'il appelle les sectes protestantes. Il découvre que chacun, par ailleurs, est intéressé par le profit qu'il peut tirer de son travail. Donc cette société, dont je vous lisais tout à l'heure une description un peu sombre, somme toute, mais très clairvoyante, très extrêmement juste. Il est étonné aussi par l'absence de passion politique. Il faut dire qu'il sort d'une France qui elle-même vient de traverser la période la plus troublée de son histoire. Il est étonné par le civisme des Américains. Il le découvre notamment en assistant à la cérémonie de la fête de l'indépendance à Albany, la capitale de l'État de New York. Donc la fête a lieu par définition le 4 juillet 1831. Et là, cette espèce de sentiment patriotique vibrant dont les Américains ne manquent pas de faire la démonstration le laisse assez pantois. Il note tout ça, bien entendu. Il le note non seulement sur ses carnets, mais j'ai envie de dire, il s'en imprègne pour ensuite être capable d'en établir la synthèse. Car s'il y a chez Tocqueville un sens du détail qui n'a échappé à personne, sa faculté essentielle reste de l'ordre de la synthèse. Alors, et les prisons, me direz-vous? Bon, on peut pas dire que Beaumont et Tocqueville passent beaucoup de temps dans cette histoire dans cette enquête sur les prisons. Ils vont boucler leur mission relativement vite, se concentrant sur les établissements du nord-est des États-Unis. Alors, ils ont été invités par le maire de New York à venir découvrir les maisons de refuge pour les délinquants de moins de 16 ans.
Ça c'est, n'oubliez pas la date, encore une fois, on est en 1831. Hein. Il juge le fonctionnement de ces maisons assez convaincant. Depuis 8 jours, nous habitons le petit village de Sing Sing où se trouve le plus vaste établissement pénitentiaire des États-Unis, écrit Tocqueville. Excepté de coucher dans une cellule et de recevoir des coups de corde, nous menons à peu près la même vie que les détenus. C'est ce que j'appelle se donner au système pénitentiaire à cœur joie. Ça, c'est dans une lettre à Le Pelletier d'Aunay, où il ne manque pas d'humour, du reste. Alors, évidemment, les prisons américaines, avec ces travaux forcés, hein, ces prisonniers obligés de travailler du matin au soir, tout ça est assez nouveau aussi pour nos observateurs, qui se disent assez vite qu'il va être très difficile de transposer de telles méthodes en France. En revanche, l'emprisonnement en cellule, qui n'est pas du tout habituel en France. À l'époque, les prisons, on a de grandes salles de détention. Cet emprisonnement en cellule paraît une bonne chose à Tocqueville. Il se dit qu'en isolant les détenus les uns des autres, en les obligeant à se confronter au silence, à leur propre méditation, vous voyez là encore revenir cette espèce de moralisme américain, eh bien peut-être qu'on fait œuvre utile pour la société. C'est en tout cas ce qu'il pense. Alors, ils vont passer 2 mois dans l'État de New York, et puis c'est le départ d'abord pour Albany, je vous l'ai dit, pour assister à cette grande fête. Ils sont quand même surpris de voir à quel point la civilisation européenne demeure et reste prégnante. Et puis plus ils vont s'enfoncer, si je puis dire, dans les États-Unis, ils vont aller à Buffalo, et plus la déception est grande. Ils vont croiser des Indiens. Alors ils s'imaginaient sans doute des hommes sauvages emplumés comme du temps de Jacques Cartier, vous voyez, et pas du tout. En fait, ils tombent sur des individus qui sont totalement occidentalisés, bien entendu, qui sont par ailleurs presque toujours ivres, dépravés, à part quelques plumes ou quelques coquillages à leur chapeau, ils n'ont rien de si particulier, se dit Tocqueville. Et les voilà qui, le 23 juillet, arrivent à Détroit. Alors, là, sans doute pour fuir cette espèce d'omniprésence européenne, ils partent seuls, à cheval, pour tenter de rejoindre le poste le plus reculé de la civilisation européenne, qu'est Saginaw. C'est un voyage mouvementé. Tocqueville raconte ça sous le titre « 15 jours dans le désert ». Ils sont pistés par des Indiens inconnus, ils vont tomber nez à nez avec un ours. Bref, ça c'est l'aventure. Ça c'est du pain béni pour les romancières, évidemment. Ils acceptent de se laisser guider par des Indiens, 2 jeunes Chippewas de 14 et 18 ans, extrêmement agiles, et que Tocqueville trouve à la fois fier, majestueux, endurant. Il est complètement conquis. Il est surtout conquis par l'ampleur extraordinaire de ces grands paysages américains qui figurent déjà dans la littérature de Chateaubriand, à peu près à la même époque, bien entendu. Il y a chez les Européens qui découvrent ce continent quelque chose de... Ils sont assez bouleversés, somme toute. Tocqueville s'intéresse au sort des populations autochtones, notamment à ces Indiens. Il redoute, je cite, que ce peuple antique, qu'il ne considère pas lui-même comme inférieur, je le précise, ne succombe à la civilisation dans une indifférence générale. Et encore une notation très juste de la part de l'auteur de ce petit récit de ces 15 jours dans le désert. C'est une race qui s'éteint, dit-il. Ils ne sont pas faits pour la civilisation. Elle les tue. Au cœur de l'histoire, votre émission. N'hésitez pas à réagir, nous envoyer vos messages et vos questions, chers auditeurs, sur la page Facebook de l'émission, par mail europe1.fr, via Twitter, celui de Franck Ferrand ou #ACDH. Nous vous retrouvons dans un instant, Franck Ferrand, pour continuer de parler d'Alexis de Tocqueville et de son voyage aux États-Unis. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Alexis de Tocqueville est au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, vous nous racontez son voyage aux États-Unis en 1831. Avec son ami Gustave de Beaumont, les voilà donc partis maintenant sur les chemins du Nord. Vous voyez, ils vont contourner les Grands Lacs, ils se rendent à Green Bay, contrée très reculée qui se trouve au fond du lac Michigan. Ils vont découvrir tout ce qu'on découvre quand on se promène dans cette région, hein, notamment les chutes du Niagara, où ils vont passer 2 jours, les 17 et 18 août 1831, et puis plus tard, ils vont aller s'établir à Québec, et là, évidemment, Tocqueville est sidéré par la quantité de Français qu'on y trouve. Ils sont Français comme vous et moi, dit-il. Ils nous ressemblent même bien plus que les Américains des États-Unis ne ressemblent aux Anglais. Je ne puis vous exprimer quel plaisir nous avons ressenti à nous retrouver au milieu de cette population. Nous nous sentions comme chez nous, et partout, on nous recevait comme des compatriotes. Petit esprit de clocher quand même chez notre grand voyageur qui s'adresse là à son abbé le Sueur, vous savez.
Alors, ils sont quand même assez frappés par tout ce qu'ils découvrent, bien entendu, et à l'automne 31, les voilà qui repartent de New York vers le sud des États-Unis. Ils s'arrêtent à Philadelphie, en Pennsylvanie, où ils vont découvrir, alors là, la société, vous savez, la bonne société, si je puis dire, avec les mécènes, etc. Chapitre essentiel de l'ouvrage à venir, de l'ouvrage en gestation de Tocqueville. Il n'y a plus d'esclavage dans toute cette partie, mais un véritable problème de discrimination raciale qui a beaucoup intéressé Tocqueville, bien entendu. Ensuite, ils font une halte à Baltimore. Alors là, l'esclavage est maintenu à Baltimore, hein, donc la situation est très différente, bien entendu. On est dans la discrimination vraiment. Fin novembre, nous les retrouvons du côté de Cincinnati, donc dans l'Ohio. Alors là, ça a été très compliqué. Ils ont failli faire naufrage avec un steamer qui s'appelait le 4 juillet. Ils ont été sauvés par un autre navire. Cincinnati, selon Tocqueville, ressemble à une ébauche de ville. Tout ça est trop récent sans doute. Le lieu où est situé Cincinnati était encore couvert de forêts il y a 30 ans. Le spectacle que présente aujourd'hui cette ville ne ressemble à rien que je connaisse. Tout y ressent la précipitation de l'accroissement, de belles maisons et des chaumières, des rues à peine pavées, imparfaitement alignées, encombrées de matériaux de construction, des places sans nom, des maisons sans numéro, en un mot, une ébauche de ville plutôt qu'une ville. Mais au milieu de ces édifices imparfaits, un bruit de vie, une population dont l'activité a quelque chose de fébrile. Voilà Cincinnati aujourd'hui. Peut-être ne sera-t-il plus ainsi demain, car chaque jour le rend méconnaissable à ses propres habitants. Je vous précise que les lignes que je viens de lire là ne sont pas extraites d'un ouvrage publié, en tout cas destiné à être publié de Tocqueville, mais d'une simple lettre à sa mère, datée du 6 décembre 1831. Alors, nos voyageurs filent vers Memphis, toujours le sud, avec un voyage qui se complique des rigueurs de l'hiver, bien entendu. Tocqueville va tomber malade d'ailleurs. Il sera soigné par son ami, il retrouve la santé au bout de quelques jours. Ils reprennent donc la route, sont obligés de s'arrêter à Memphis. Alors là, 8 jours sans journaux, écrit-il, sans nouvelles, dans un isolement complet de l'univers. C'est intéressant de voir à quel point la presse joue un rôle essentiel pour ces voyageurs qui ne cherchent somme toute pas tellement à se couper du monde. Les eaux du Mississippi, du Tennessee sont gelées, tout ça ralentit le voyage. Il passe par la Nouvelle-Orléans, dont le style architectural, dont la multiplication des langues et des parlers les dégoûte un peu. Enfin, ça intéresse quand même, toutes ces nuances de couleurs intéressent Tocqueville, objectivement, c'est ce qu'il écrit. Il est intéressé, d'une façon générale, par tout ce qui peut y avoir de saillant, de différent et de significatif, car il cherche le sens derrière chaque chose, bien entendu. Il va falloir abréger le voyage, ils n'auront pas le temps finalement de faire toutes les étapes qui étaient initialement prévues. Ils sont à Washington le 16 janvier 1832. Alors Washington n'est pas encore du tout la grande capitale que nous connaissons, hein. Elle a néanmoins déjà ce plan initial et puis cette dimension avec beaucoup d'espaces verts, etc. Un grand bal est donné en leur honneur par l'ambassadeur de France, Serrurier, qui va les présenter au président Andrew Jackson, très surpris par le président des États-Unis, nos voyageurs, parce qu'évidemment, il y a une décontraction, il y a une espèce de bonhomie dans tout ça, à laquelle on n'était pas du tout habitué sur le continent. Et Dieu sait pourtant que le roi Louis-Philippe n'était pas connu pour sa hauteur. Mais le roi Louis-Philippe ne faisait que commencer son règne au moment où ils ont quitté la France. Tocqueville et Beaumont sont de retour à New York au mois de février 1832. Ils vont pouvoir embarquer le 20 sur le Henri IV. On peut dire que ce séjour de 10 mois a eu un impact très important et qu'il va probablement être à l'origine d'une vocation chez Tocqueville. Nous y venons. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Un extrait de la symphonie numéro 8 inachevée de Schubert sur Europe 1. Alexis de Tocqueville est au cœur de l'histoire. Vous recevez Franck Ferrand, la directrice adjointe de la rédaction de l'Express, et Christine Cardellan, auteure du roman Alexis ou la vie aventureuse du comte de Tocqueville, paru aux éditions Robert Laffont, et l'historien et éditeur Laurent Theiss, auteur notamment de Guizot, la traversée d'un siècle, paru chez CNRS Éditions.
C'est vrai, Laurent Teils, que l'on est habitué à ne voir Tocqueville qu'à travers ses textes tellement clairs, tellement lumineux et non dénués d'une lucidité impressionnante, évidemment. Et lorsqu'on évoque son voyage aux États-Unis, c'est surtout à travers le fruit qui en est sorti, c'est-à-dire de la démocratie en Amérique. Texte majeur, au demeurant. Texte qui a été immédiatement reçu, compris et commenté et critiqué par les esprits les plus éminents contemporains, sachant qu'il s'agit d'un groupe restreint, puisque le premier tirage de la démocratie en Amérique a été publié chez Gosselin à 500 exemplaires, avec un retirage rapide. Les tirages étaient assez courts à l'époque, d'une façon générale. Celui-là était particulièrement. On n'attendait pas de ce jeune homme. Il faut songer qu'il n'a pas 27 ans, bien sûr. Un ouvrage de cette ampleur. Mais ce qui me frappe chez Tocqueville, et ce que d'ailleurs Madame Cardellan montre très bien, c'est que son œuvre se déploie sur deux dimensions. En même temps que de son voyage, il tire la quintessence. Ce n'est pas un récit de voyage de la démocratie en Amérique. Ce n'est ni Talleyrand ni Chateaubriand. Il en tire conceptuellement, intellectuellement, tout ce qui le fruit de ses observations, mais en même temps, dans une correspondance dont la publication n'est pas encore achevée, qui est exceptionnellement fournie, il nous donne la chair de ce qui deviendra, au fond, dont il tirera le squelette dans son ouvrage relativement théorique, même si les observations n'y manquent pas. L'Amérique fascinait les contemporains. Je parlais du roi Louis-Philippe, évidemment, il y a passé du temps. Bien sûr, Chateaubriand, il faudrait dire que Talleyrand aussi s'y est exilé un temps. Mais pour beaucoup, tous ceux que vous citez, d'autres aussi, c'était un lieu au fond soit d'exil, soit de découverte de beauté naturelle ou ethnographique. Mais il ne s'agissait pas d'en tirer des théories politiques. Généralement, la théorie politique était procurée par le voyage en Angleterre, qui est un passage obligé, mais que Tocqueville ne fera qu'après l'Amérique, alors que ses contemporains l'ont presque tous fait avant. Ce qui est curieux, si vous voulez, c'est qu'il est allé chercher ses réflexions aussi loin. Pas seulement des paysages, des perroquets et des chênes verts, mais la matrice d'une œuvre qui va la poursuivre jusqu'à la fin de sa vie. Les paysages, les perroquets et les chênes verts, c'est ce qu'il fallait rétablir dans le décor, si je puis dire, d'un esprit qui se présente comme un pur esprit, comme quelqu'un de trop cérébral, Christine Cardellan. Effectivement, moi, ce qui m'a frappé, c'est l'écart entre la vie de Tocqueville, la vraie vie de Tocqueville, dont vous avez raconté une partie par le Betso, par son voyage en Amérique, et l'image qui existe de lui, l'image qu'on a de lui aujourd'hui et qu'on avait même de lui à l'époque, c'est d'un personnage un peu austère, un peu poussiéreux, un peu froid, qui avait du mal à se lier avec ses contemporains. Alors qu'en réalité, il a eu une vie pendant au moins 40 ans d'aventurier. Enfin, je veux dire, à 16 ans, il s'est battu en duel pour la fille qu'il aimait. On va y venir. Il a eu un enfant naturel à 17 ans avec la couturière de la préfecture. Il était, lui qui était catholique, qui était aristocrate, qui était riche, a épousé une Anglaise pauvre, roturière, protestante. Contre la vie de toute sa famille. Contre la vie de toute sa famille, et au risque de se fâcher. Heureusement, son père, dont vous parliez tout à l'heure aussi, a été plus intelligent et a réussi à réconcilier la famille avec son fils. Mais et ensuite il a été ministre, ensuite il s'est battu contre le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Il a donc écrit des œuvres majeures, il a connu Madame Récamier, il a connu énormément de personnages très importants à la fois aux États-Unis et bien sûr en France. Donc sa vie en tant que telle est intéressante. Voilà, sa vie est intéressante et je trouve qu'elle a toujours été délaissée au profit de ses écrits. Elle a été éclipsée par une œuvre qui est tellement éblouissante, évidemment, qu'on a laissé la vie du personnage derrière, mais grâce à vous, on la redécouvre et on se rend compte que non seulement c'est passionnant pour ce qui concerne Tocqueville lui-même, mais c'est passionnant pour l'époque, car il y a des aspects complets qu'on avait un peu oubliés. Alors, pour en finir avec le voyage en Amérique lui-même, qu'est-ce qui a marqué Tocqueville lors de ce séjour? Quels sont les... Alors, son obsession était d'aller aux confins de la civilisation. C'est-à-dire que, comme vous l'avez un peu raconté tout à l'heure, il a essayé d'aller le plus loin possible où étaient allés les nouveaux Américains, le nouveau peuplement, disons. Il voulait se débarrasser des nouveaux pour aller voir ce qui... Voilà, il voulait voir ce qui existait encore, les Indiens dans leur milieu naturel. Parce qu'effectivement, les premiers Indiens qu'ils ont rencontrés, ils étaient alcooliques, il les a trouvés il en a ramassé sur le bord de la route et personne ne voulait les aider à les ramener à la ville. Et donc, il voulait rencontrer les Indiens dans leur milieu naturel et surtout voir ces paysages avant qu'ils étaient totalement domestiqués, je dirais, par les Américains. C'est-à-dire qu'il a été fasciné, après avoir vu en Sicile, par exemple, les vestiges d'une civilisation ancienne, il avait l'impression de voir en Amérique une civilisation en devenir et il voulait voir ce qu'elle était avant
de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'il y avait 12 millions d'habitants aux États-Unis à l'époque, alors qu'il y en avait 36 millions en France. Donc il a été capable de voir dans ce petit pays de 12 millions d'habitants la superpuissance qu'elle serait demain, puisqu'il a dit que l'Amérique et la Russie à l'époque seraient les deux puissances qui domineraient le monde. Et il a compris simplement en passant 9 mois dans ce pays, mais en tirant les tendances. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Il devinait, il a vu ce que la démocratie provoquerait d'un point de vue de l'égalité, de l'égalitarisme. Il a vu le politiquement correct à l'avance, que ça allait devenir. Il a vu effectivement tout ce qui allait se passer. Le rôle de l'État aussi, comment l'État allait prendre le pas sur les vies des gens et les régler peu à peu. Il a compris tout ça simplement en les observant et en tirant des tendances. Ouais. Il s'est intéressé aussi beaucoup au racisme et à la situation des esclaves, mais aussi des anciens esclaves. Donc ça, c'est encore un aspect incroyablement moderne, un regard assez inouï. Et puis, il s'est beaucoup intéressé à la condition des femmes. Ça c'est ce qu'il a le surpris en premier, même si je puis dire. Mais c'est vrai qu'il était parti en Amérique aussi parce que il avait plus vraiment d'avenir en France avec l'arrivée de Louis-Philippe au pouvoir, mais aussi parce qu'il savait qu'il ne pourrait pas épouser son Anglaise. Et parce qu'il n'était pas autonome financièrement, c'est-à-dire que ses parents allaient le déshériter s'il épousait Marie Motley, et donc sa seule solution c'était de réussir à être autonome financièrement, et à l'époque pour un fils de bonne famille, il n'y avait pas 36 métiers possibles. Et son oncle par alliance Chateaubriand, étant parti en Amérique, ayant écrit des livres, étant devenu célèbre comme ça, il a suivi le même chemin. Il est parti aux États-Unis, il savait pas quel livre il allait écrire avant de revenir. Mais il voulait écrire un livre, devenir célèbre, devenir autonome et pouvoir épouser son Anglaise. Et en fait, finalement, toute son œuvre a découlé de cela. On va venir tout à l'heure à sa passionnante vie privée, à cette fameuse Anglaise qui joue un rôle tellement essentiel. Pour évoquer Chateaubriand, le rapport qu'il entretient avec lui est assez ambivalent, somme toute. Chateaubriand est celui qui c'est le premier lecteur, si je puis dire, de la démocratie en Amérique. Il trouve le livre excellent. Oui, effectivement, il l'a fait inviter chez Madame Récamier. Mais les rapports de Chateaubriand et d'Alexis sont un peu, j'allais dire presque ambigus, parce que Alexis de Tocqueville, quand il était enfant, dans le château où il habitait avec ses parents, à Verneuil, recevait souvent Chateaubriand, parce qu'il vivait avec ses cousins, et ses cousins étaient les neveux de Chateaubriand. Donc c'était un peu son oncle, quand même si c'était son oncle par alliance. Hein. C'était le frère de son oncle en réalité, mais enfin il le considérait comme son oncle. Et le petit Alexis était l'enfant brillant de la famille, le petit génie. Mais dès que Chateaubriand arrivait pour passer 1 mois ou 2 mois, venir écrire chez les parents de Tocqueville, d'un seul coup, la vedette, c'était Chateaubriand, c'était l'enchanteur. Donc le petit Alexis était un peu jaloux, je pense, dès que Chateaubriand arrivait. Et donc je pense que toute sa vie a été un peu marquée par ça. C'est-à-dire qu'à la fois, je crois qu'il détestait, ça c'est un avis personnel, mais il détestait sincèrement Chateaubriand, mais en même temps il a imité. Il est parti comme lui aux États-Unis quand il n'avait plus d'avenir en France. Il a écrit comme lui des livres, et il avait un peu des tendances politiques à peu près identiques à celles de son Alors, oncle. justement, ils sont issus d'un même milieu légitimiste, mais ils n'ont pas tout à fait les mêmes conceptions et les mêmes convictions, l'oncle et le neveu Laurent Païs. D'abord, il y a un effet de génération qui est très puissant. Chateaubriand est né sous Louis XV. Ah oui. Et Alexis, il a connu l'ancienne cour. Il était présenté au roi à Versailles, alors que Alexis, lui, est né la même année qu'Austerlitz. D'autre part aussi, il y a quand même une proximité, moi, qui m'a beaucoup frappé chez les deux personnages, c'est qu'ils sont capables de penser contre leur milieu, et peut-être même quelquefois contre eux-mêmes. C'est-à-dire que rien ne prédisposait Alexis de Tocqueville, qui aurait pu être un gentillâtre, et qu'il a été d'ailleurs en partie dans son château de Tocqueville. Quand on s'appelle Tocqueville, qu'on appelle le château de Tocqueville à Tocqueville, on a des attaches très profondes avec le terroir et avec un certain type de civilisation et de sociabilité. Et lui, il a réussi à penser contre son milieu et à se dégager au fond, ce qui est le plus difficile pour un esprit, de se dégager d'une gangue qui lui venait de très loin, pour essayer de comprendre une société qu'il n'aimait pas. Car cet aristocrate comprenait que l'aristocratie arrivait au terme de sa mission historique, s'il en avait une. Il détestait la bourgeoisie et au fond, la démocratie, qui personnellement ne lui convenait pas, lui paraissait au fond la promesse du lendemain, car l'aristocratie était morte et la bourgeoisie au fond était condamnée par sa médiocrité. Quel paradoxe, quand même, quelle situation ambiguë, c'est fascinant. Il y a chez Tocqueville une sorte, il parlait de libre arbitre tout à l'heure, ça c'est la vieille notion chrétienne de libre arbitre, mais qu'il a totalement modernisé dans sa façon d'envisager la société, en vérité. Il est très indépendant dans son analyse. Alors, il est d'autant plus indépendant que
il n'a pas vraiment voulu, à l'instar de son maître Guizot, à l'instar de gens qu'il connaissait bien, comme son cousin Molé, comme Thiers, véritablement exercer les responsabilités. Quand il a voulu être député, président de conseil général, mais quand les responsabilités se sont présentées, il n'a pas fait les concessions, les gestes, les démarches qui convenaient. Par exemple, s'embrigader dans un parti. Il a essayé de créer en 1846-47, il n'y est pas parvenu. Au moment de la Seconde République, à la fois il est un républicain du lendemain, mais en même temps, il sent bien que les institutions vont dériver par leur déséquilibre, vers le coup d'État. C'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec la politique. D'autant plus que la politique à l'époque se fait par la parole et sans micro, et qu'il a un organe qui ne porte pas, et qu'il a du mal à se faire écouter. Et quand il le fait, c'est par l'intelligence de sa parole, et pas du tout par des procédés déclamatoires, qui malgré tout assied une réputation et un pouvoir politique. Et on a beau dire, l'intelligence de la parole, ça ne suffit pas toujours pour imposer un discours. Non, c'est vrai, mais sauf peut-être une seule fois. Lors de ce fameux discours de février 1848, où il a prédit que la révolution allait... J'allais dire, c'est la veille de la révolution. Voilà, à quelques semaines vraiment du déclenchement de la révolution, où il a prédit. Il a dit, il a vraiment exhorté, harangué les autres députés, en leur disant, réveillez-vous, nous sommes des hommes politiques, dépassés, nos méthodes, etc. Enfin, toutes ces compromissions. Tout à l'heure, on parlait de concessions. Magnifique intervention. Mais voilà, magnifique intervention où il a un peu dénoncé la manière dont les hommes politiques faisaient la politique en disant le décalage avec les citoyens est tellement fort que tout ça va exploser. Et c'est la seule fois, je crois, dans sa vie effectivement où il a été un tribun, avec peut-être un discours à Cherbourg avant de se faire élire député justement aussi en 1848, mais sinon il a toujours été un tribun assez médiocre et je pense que son absence de grand destin politique est sûrement liée à cela. Alors justement, c'est maintenant l'homme qui va nous intéresser, sa vie et notamment sa vie privée, nous y venons. Parler de la vie privée d'Alexis de Tocqueville, voilà bien une chose assez nouvelle. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Le philosophe, écrivain et homme politique français Alexis de Tocqueville est au cœur de l'histoire. Vos invités, Franck Ferrand, la directrice adjointe de la rédaction de l'Express, Christine Cardellan, auteur du roman Alexis ou la vie aventureuse du comte de Tocqueville, paru aux éditions Robert Laffont, et l'historien et éditeur Laurent Theiss, auteur notamment de Guizot, la traversée d'un siècle, paru chez CNRS Éditions. C'est un service, je crois, que Christine Cardellan rend à la connaissance de Tocqueville, puisque on l'aborde enfin d'une autre façon. Je l'ai, comme beaucoup, abordé par les textes, et d'ailleurs c'est un immense bonheur, car encore une fois, vous avez pu juger, j'espère, par quelques extraits, de la puissance, de la netteté incroyable de ces textes et de leur modernité. Mais l'aborder par la vie, il y a là forcément quelque chose de plus charnel, de plus intéressant, a priori. De quand date ça, sa prise de conscience politique? Quand est-ce qu'il se rend compte que cette espèce de milieu légitimiste dans lequel il vit n'est peut-être pas l'alpha et l'oméga de la pensée politique, Christine Cardellan? Alors il a 16 ans. Il est dans la bibliothèque de la préfecture de Metz, où son père est préfet. Et son père s'est absenté pendant plusieurs semaines en été. Et Alexis est tout seul. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il lit. Il se met à lire tout ce qu'il trouve. Et il tombe notamment sur les philosophes des Lumières, alors qu'on lui a jusqu'alors interdit. Oui, voilà, c'est ça. Oui, parce qu'il a été élevé, vous parliez tout à l'heure de la fameuse Abbé Le Sueur, qui était son précepteur, qui lui l'a élevé vraiment avec des principes, dans l'orthodoxie totale. Faut pas oublier que les parents d'Alexis ont failli être guillotinés à 3 jours près et que le reste de sa famille l'a été. Donc, forcément, ces gens-là, même si Malesherbes les avait protégés, ces gens-là n'étaient pas en odeur de sainteté dans la famille Tocqueville. Or, il se met à lire tous ces livres, il est passionné. Et en même temps, il tombe aussi sur un livre de Boissy d'Anglas qui raconte la vie de son arrière-grand-père Malesherbes, dont il est si fier et qu'il aime tellement. Et il découvre que Malesherbes, qui était à la fois le défenseur de Louis XVI, a été aussi le protecteur des encyclopédistes. Et donc, d'un seul coup, il se dit... Mais, ceci expliquant cela, d'ailleurs, mais ça nous entraînerait ailleurs. Et là, il se dit, mais est-ce que tout ce qu'on m'a raconté n'est pas faux? Est-ce que cet ordre du monde parfait tel qu'il est avec Dieu, le roi, les aristocrates, etc., est-ce que ce n'est pas finalement voué à disparaître? Et donc, il lit de plus en plus, et je crois que sa prise de conscience... Alors, il a très peur, hein, les murs me tombent, le toit va s'affaisser sur ma tête, les murs tournent, etc. Je me souviens plus des mots exacts, mais il entre ensuite quasiment en dépression après ça. C'est-à-dire que c'est une telle remise en cause personnelle et familiale que c'est trop pour lui. Mais je crois que c'est de là que... En même temps, il avait l'esprit armé pour subir un tel choc, si je puis dire, et c'est une prise de conscience précoce, Laurent Theiss. Je voulais ajouter à ce qui vient d'être dit très bien, que c'est le moment aussi où il perd la foi et qu'il ne retrouvera jamais complètement. Et il est intéressant de voir que la religion, à laquelle il fait une si grande part dans ses analyses politiques, qu'il s'agisse de la démocratie en Amérique ou de l'Ancien Régime et la Révolution, devient pour lui
davantage un objet sociologique qu'au fond une partie constitutive de sa personnalité. Et c'est un cas qui au fond lui ouvre l'esprit. Je ne dis pas que la déchristianisation soit un facteur de lucidité nécessaire, mais malgré tout, c'est déjà aussi une rupture avec son milieu, même s'il continuera d'aller à la messe, parce que le châtelain de Tocqueville est obligé de le faire. Oui, mais enfin, il y a eu là quand même une crise. Voilà, exactement, une crise. On est à l'époque du romantisme quand même. Il y a quelque chose de Werther chez ce Tocqueville que vous nous présentez, Christine Cardellan. On pourrait presque dire que il vit d'une manière romantique. Ça, on ne s'y attend pas quand on ne le connaît pas. C'est assez étonnant. L'exemple le plus fort, c'est ce duel qu'il va. Oui, effectivement, le duel qu'il a assumer pour défendre la fille dont il est amoureux. Effectivement, il est dans la période romantique et il vit de manière romantique, et en même temps, je crois qu'il n'assume pas ce romantisme-là, parce que toujours pareil, il n'a pas envie de s'inscrire dans la filiation de Chateaubriand. Et donc, à la fois, il limite parfois dans sa manière d'écrire. À un moment, il décrit Rome, je crois, il les décrit totalement, presque avec les mots de Chateaubriand, et en même temps, il voudrait faire exactement le contraire. Il n'a pas pu l'épouser, cette fille. Elle s'appelait Rosalie. Rosalie, voilà. Et c'est parce qu'il n'a pas pu l'épouser qu'il a ensuite, je crois qu'il s'est battu pour épouser Marie. Parce que Rosalie, c'était à peu près la même chose que Marie. Elle avait 2 ans de plus que lui. Elle était, elle aussi, roturière, pas très pauvre, mais enfin, peut-être petite bourgeoisie. Et il a été obligé de la quitter parce qu'à l'époque, il n'avait aucun moyen de subvenir à ses besoins tout seul, et que ses parents, bien sûr, ne voulaient pas qu'il reste à Metz avec elle, puisque ça se passait à Metz. Parlez-nous de cette Marie, de cette Mary. Alors Mary qui devient Marie le jour où il lui demande, enfin dans mon livre en tout cas, elle se met à s'appeler Marie à partir du moment où il lui demande s'il peut franciser son nom. Mary était donc une Anglaise qui avait émigré en France à une époque où les Anglais pouvaient mieux vivre en France parce que le pouvoir d'achat anglais était plus important. Donc en France, on vivait bien quand on avait peu de moyens. Donc elle est arrivée avec sa tante en France au début du 19e siècle donc. Et Marie est une intellectuelle en quelque sorte, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup lu, elle s'est intéressée à beaucoup de choses. Bon, évidemment, elle ne travaille pas, elle n'a pas de revenus, mais c'est une fille intelligente. Et je crois que Tocqueville ne s'est jamais intéressé qu'aux femmes. Enfin, il a lutiné bien sûr dans la préfecture, il a lutiné les servantes, mais il n'a jamais eu de relation suivie importante qu'avec des femmes intellectuelle. La vie privée de Tocqueville, c'est aussi... On va dire un mot de Madame Récamier tout à l'heure. On en parlera aussi, mais Tocqueville avait d'abord des relations ambiguës avec son cousin, Louis de Kergorlay. Ça, on n'en parle pas souvent non plus. Louis de Kergorlay, donc son cousin Germain, était visiblement amoureux d'Alexis. Et donc il était amoureux, il était un peu agressif par rapport à ses amis, il était possessif, il voulait que l'unique affection de Tocqueville ce soit lui. Et donc il a fait tout pour séparer Alexis de Rosalie. C'est lui qui s'est occupé de transmettre les lettres de rupture, de dire à Rosalie que c'était quand même mieux si elle épousait quelqu'un de sa condition. Rôle, voilà, il n'a pas eu un très joli rôle, Louis de Kergorlay. Et donc après Rosalie, quand il a rencontré Marie, je crois il s'est dit que cette fois-ci, celle-là, il allait pas la laisser partir. Là, c'est un grand amour pour le coup. C'est un très, très grand amour. Mais là, il y a un souffle extraordinaire. Hein. Oui. Il vient d'être dit avec beaucoup de raison. J'ai cru que vous alliez vous étrangler, Laurent Thès. Non, je ne veux pas m'étrangler. Je vais simplement compléter ce qui vient d'être dit, c'est que à la fois, en effet, il recherche des femmes intellectuelles. On ne connaît pas beaucoup les maîtresses nombreuses qu'a eu Tocqueville. On ne saurait pas les citer. Mais il faut dire aussi que ça a été un amour extraordinairement charnel, exprimé dans la correspondance, voilà, en des termes que Madame de Tocqueville, veuve à caviarder, mais en fait dont on arrive à reconstituer une partie et qui était véritablement torride. Et un des éléments constitutifs de la personnalité de Tocqueville, ce petit homme d'1m62, très frêle, maladif, cyclotimique, eh bien c'est qu'il éprouve, comme il le dit lui-même, ce bouillonnement du sang dès qu'il approche d'une femme, quelle qu'elle soit. Et j'ose dire, il n'arrive pas à se contrôler. Et il s'en repent, tout en jouissant beaucoup, dans un jeu peut-être un peu pervers, avec Marie Motley, qui s'en inquiète. Je crois qu'à partir de 45 ans, quand même, il s'est un peu calmé. Il a promis à Marie qu'il ne le ferait plus. Et je crois qu'il a, peut-être parce qu'il était vieux simplement et malade. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup trompé. Elle a quand même l'esprit très large. Hein, pas tant que ça. Elle a découvert ses tromperies. Mais il faut dire que très souvent, il était à Paris pour les séances de la Chambre des députés, pendant qu'elle restait à Tocqueville, faute de moyens pour habiter Paris, parce qu'ils n'étaient pas très riches. Elle va survivre à Alexis. Et la famille, évidemment, ne va pas être très sympathique avec elle. C'est le moins qu'on puisse dire. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Même sur sa tombe, sa date de naissance est fausse.
Donc la tombe à Tocqueville, dans le cimetière de Tocqueville, vous verrez Marie Motley, 1800, etc., alors qu'elle était née en 1799. Elle avait dû aller se réfugier dans le petit Versailles normand, dans le Cotentin, à Valogne. Exact, dans un hôtel particulier, l'hôtel de Port-Bail, qu'on peut visiter encore aujourd'hui, et dont je connais le propriétaire qui m'a raconté que le fantôme de Marie rôde dans la chambre jaune où elle a dormi. Mais comment sait-on que c'est le fantôme de Marie spécialement? Non, parce que un des hôtes du propriétaire, en fait, qui est médium, a vu une nuit une dame en fauteuil roulant, habillée de noir, avec debout à côté d'elle une gouvernante, habillée de noir elle aussi, et qui lui ont parlé en anglais. Et le lendemain, il a raconté ça, alors que personne ne lui avait dit que Marie Motley avait habité dans cet hôtel particulier. Donc, voilà, on peut en conclure que peut-être il y a des esprits qui rôdent. Eh bien alors, voilà, ça donne une raison de plus d'aller à Valogne. J'ai déjà eu l'occasion de dire à ce micro à quel point c'est une ville passionnante et qu'il faut visiter, tellement charmante. Et puis, bien sûr, aller à Tocqueville même. J'aurais bien aimé qu'on parle de Madame Récamier, notamment, mais nous n'aurons pas le temps aujourd'hui. Bon, nous avions consacré une émission à Madame Récamier il n'y a pas si longtemps. Je renvoie nos auditeurs à la très belle pièce de notre ami Hippolyte Wouters, qui s'appelle La Conversation et qui est une espèce de joute verbale absolument étourdissante entre Madame Récamier et Alexis de Tocqueville. L'intelligence est toujours là, le brio ne quitte pas Tocqueville, il est attaché au personnage, n'est-ce pas? La lucidité, la clairvoyance politique est peut-être un autre aspect. Ça n'était pas celui que nous voulions, comme vous l'aurez compris, développer aujourd'hui. Christine Kerdelan, Alexis, ou la vie aventureuse du comte de Tocqueville, c'est chez Robert Laffont. C'est un roman, mais c'est un roman extraordinairement documenté, comme vous aurez pu le comprendre, et c'est plus exactement, moi j'appellerais ça, une biographie romancée. Merci beaucoup à vous aussi, Laurent Theiss, d'être venu cautionner tous nos dires et si je puis dire, nos pérégrinations à travers une autre vie de Tocqueville. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et une question d'auditeur du bout du monde aujourd'hui. Ariane et Fred sont en Polynésie et ils vous demandent, Franck Ferrand, pourquoi commence-t-on toujours par donner l'horoscope du signe du Bélier au lieu de commencer par celui du Verseau qui débute l'année? Parce que l'astrologie, n'est-ce pas, est une très 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 vieille science, si tant est qu'on puisse utiliser ce terme, en tout cas un très vieux savoir, et que à l'époque où l'on la pratiquait beaucoup sous l'Antiquité, le 1er mars était marquait le début du calendrier romain en l'occurrence. Il va falloir attendre 46 avant Jésus-Christ et Jules César pour que le calendrier romain latin se mette à commencer un 1er janvier, mais d'ailleurs ça ne sera pas repris. Vous savez que dans la plupart des pays, on a continué à faire commencer l'année tantôt à Pâques, pour une grande partie des pays chrétiens, ou même parfois au 1er mars, comme chez les Romains. Il faut savoir qu'en France, il faudra attendre 1564 pour que, avec l'adoption du calendrier grégorien, on fasse officiellement commencer l'année le 1er janvier. Encore certaines provinces vont-elles continuer à garder le 1er avril comme jour de l'an. Bref, tout ça pour vous expliquer pourquoi le signe du Bélier dans les calendriers traditionnels est le premier signe. Ça tombe bien puisque les Béliers, c'est 21 mars, 21 avril, c'est donc le début du printemps, ce sont les bourgeons, les floraisons, c'est la période qu'on est en train de vivre en ce moment d'une certaine manière, et c'est qu'on vient de quitter pour être plus exact, et c'est donc la période du renouveau. C'est donc assez logique d'une certaine manière que ce calendrier astral commence avec le renouveau, commence le 1er mars. Alors la question était assez simple et ça me donne des scrupules car nous avons reçu via Twitter aujourd'hui essentiellement beaucoup de questions sur Tocqueville, questions que je n'ai pas eu le temps de poser. Quelle importance Tocqueville donne-t-il à la religion comme ciment social? Était-il démocrate? Enfin, etc. Nos auditeurs sont visiblement très intéressés par Tocqueville et notamment par le rapport de Tocqueville à la démocratie, et ça me fait penser que nous avons oublié tout à l'heure quand même de citer le deuxième grand ouvrage de Tocqueville, bien sûr, l'Ancien Régime et la Révolution, qui est au moins aussi passionnant que son ouvrage sur la démocratie en Amérique. Voilà, on aura l'occasion de faire d'autres émissions sur Alexis.